Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi matin, 48 heures en Égypte. Pour Emmanuel Macron, le président français est arrivé au Caire. Derrière les souks, derrière le bain de foule, on parle partenariat stratégique avec Abdel Fattah al-Sisi, mais surtout situation au Proche-Orient. Ce sera le sujet d'un sommet tout à l'heure avec le roi Abdallah. L'offensive douanière de Donald Trump n'en finit plus de semer la panique sur les marchés. Les bourses asiatiques se sont écroulées ce lundi, moins 7% à Tokyo, moins 12% à Hong Kong et les bourses européennes prennent le même chemin. On y reviendra dans le journal de 11h. On reste pour les 45 minutes qui viennent dans l'Amérique de Donald Trump. Mais aujourd'hui, de l'autre côté de la rive, du côté des opposants au président américain. Ils sont nombreux à avoir manifesté contre lui ce week-end à Washington et un peu partout aux États-Unis. Mais bien moins nombreux que lors de son premier mandat. C'était en 2017 pour ces manifestations. À l'image de leurs sympathisants ou militants, les démocrates aussi sont moins nombreux à élever la voix face à ce président et son administration apparemment tout puissant. Je vois un de mes invités qui hoche la tête. L'opposition américaine est-elle condamnée à attendre les élections de mi-mandat pour se faire entendre? C'est Parlons-en ce matin avec Etevan Gorgestani, Anne Corpé et James Cohen. Bonjour à tous les trois. Vous nous direz dans un instant pourquoi James Cohen, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Merci d'être là en tout cas. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour James Cohen. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur d'études américaines à Paris 3, à l'université Sorbonne Nouvelle, et membre de l'équipe des porte-paroles des Democrats Abroad. Bienvenue sur ce plateau. Etevan Gorgestani, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, chroniqueuse internationale à France 24, ancienne correspondante de la rédaction à Washington. Comme vous, Anne Corpé. Bonjour Anne. Bonjour. Journaliste aussi ici à la rédaction et ancienne correspondante de RFI dans la capitale fédérale américaine. Merci de participer à ce débat ce matin. Avant de lancer cette discussion, retour en images pour ceux qui n'ont pas suivi sur la mobilisation du week-end aux États-Unis. Des dizaines de milliers, centaines de milliers d'Américains qui ont manifesté samedi à travers les États-Unis, à commencer par Washington. Ce sont des images commentées par Nicolas Chamantin. Ils se sont réunis par milliers à quelques encablures de la Maison-Blanche. Sur les pancartes de ces manifestants, des messages explicites. « Bas les pattes, Trump », peut-on lire sur certaines, quand d'autres appellent à reprendre le pays. Des parlementaires démocrates se joignent au rassemblement. Aux États-Unis, nous n'acceptons pas les dictateurs, ni les rois. La démocratie n'a jamais été à vendre et ne le sera pas aujourd'hui. Samedi, quelques 1200 manifestations étaient organisées dans tous les États-Unis. L'objectif, dénoncer l'autoritarisme et les décisions politiques de Donald Trump, qui depuis son retour au pouvoir a licencié des milliers de fonctionnaires, multiplié les coupes budgétaires ainsi que les attaques contre l'éducation et la recherche. De New York à Los Angeles, en passant par Atlanta, Denver ou Houston, des syndicats, des ONG et des associations de défense des droits LGBT, et partout les mêmes slogans hostiles à Donald Trump et Elon Musk. Je pense qu'avec ces nombreux décrets, ils tentent de contourner notre système d'équilibre des pouvoirs et je veux qu'ils sachent que le peuple américain n'est pas satisfait de ça. Je suis là pour dire ne touchez pas à notre démocratie, à nos droits, à notre avenir. J'avais un peu peur que le temps ne fasse fuir les gens, mais je suis ravie de voir que tout le monde a bravé la pluie et est venu pour se battre pour notre démocratie. La politique étrangère de l'administration cristallise elle aussi les tensions. Ses opposants lui reprochent d'isoler les États-Unis sur le plan international avec des mesures comme les droits de douane imposés aux alliés de Washington, ses positions sur l'environnement ou encore sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. James Cohen, il y a eu des manifestations également ici en Europe, à Berlin, à Paris ou encore à Londres. Première mobilisation d'ampleur depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche au début du mois de janvier avec ce slogan « Hands off, bas les pattes » pour dire non au contrôle de l'État par le républicain et son administration. Ça fait quand même 4 mois que Trump est au pouvoir. Il était temps d'organiser ces mobilisations ? 4 mois, pas tout à fait, mais c'était une date qui était désignée comme journée d'action. 3 mois, autant pour moi. Il y en a eu une la semaine dernière,
qui n'était pas du fait des démocrates. C'était une mobilisation très large, comme le week-end passé, mais autour du thème surtout de Tesla et en visant Musk et sa fortune et cette marque de Tesla qui est en train de plonger, qui est un symptôme de tout ce dont on va parler, je crois. En 2017, quelques semaines après le retour de Donald Trump, vous y étiez, je crois, Anne, qui était peut-être aussi à Washington. Ce n'était pas des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, c'était des millions de personnes à Washington. Il y a quand même... Les images sont sensiblement différentes. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, il y avait des mobilisations massives. Et même quand il a été investi lors de son premier mandat, par exemple, il avait signé ce décret Muslim Ban qui visait à interdire l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de pays musulmans. Il y avait une mobilisation dès la signature du décret, immédiatement dans les aéroports. Les Américains y allaient pour manifester leur opposition à ce décret qui a d'ailleurs été retoqué en justice à plusieurs reprises avant d'être remanié, reboutiqué, puis finalement adopté. Donc il y a eu là, cette fois-ci, en effet, un moment de sidération totale. Je crois que tout le monde a été très frappé par la rapidité, la brutalité d'action du président qui a tout de suite mis en place sa politique avec des centaines de décrets signés. Et puis il y a eu d'abord la remise en cause de la stratégie des démocrates qui sont allés à l'échec parce que sans doute que Joe Biden aurait dû renoncer plus tôt. Il n'y avait pas eu de primaire au sein du Parti démocrate. Il n'y a pas eu, sans primaire, il n'y a pas l'occasion de voir sortir de nouvelles voix. Il n'y a pas eu ce processus démocratique côté démocrate et ils se sont retrouvés un peu gros gens comme devant le bulldozer Trump qui est arrivé avec une force décuplée par rapport à son premier mandat. Comment dit-on gros gens comme devant en anglais qui était Van, c'est quoi? C'est le réveil 3 mois plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Je pense qu'il y a ce week-end et il y a en fait toute la semaine passée. Là, on a senti... Alors, est-ce que ça va durer? Ça, personne le sait, mais il y a clairement un sorte de momentum des démocrates sur cette semaine où ils ont eu quelques signes positifs. Il y a eu, bien entendu, les manifestations qui, certes, ne sont pas de la hauteur et de la taille et de l'ampleur de ce qui s'est passé en 2017, mais quand même, ça montre un certain réveil de la population. Il y a eu avant ça le discours de Cory Booker, le sénateur du New Jersey, qui a passé 25 heures à parler au Sénat. Et avant ça, le mardi, il y a eu les 3 premières grosses élections de l'ère Trump 2.0, avec une victoire très claire pour le camp progressiste démocrate dans une élection pour la Cour suprême de l'État du Wisconsin et de plutôt bons résultats dans 2 élections en Floride, malgré une défaite qui était annoncée, mais où ils ont divisé par 2 les marges des républicains. Donc sur cette semaine, on a vu... à un moment donné, alors au bout de 2 mois et demi, mais quelque chose qui se met en place. Le problème, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. On ne peut pas dire que tout ça a été coordonné. Il se trouve que tout s'est passé en même temps et qu'il y a eu 3 éléments positifs dans la même semaine. Mais on ne voit pas de stratégie claire organisée, que ce soit par la population ou par les démocrates eux-mêmes. 3 moments, donc quand même 2 défaites en Floride, disons, même si c'était effectivement oui, mais ça, c'était sûr annoncé, qu'ils allaient perdre. La marche, c'est effectivement vraiment... réduite. Il y a quelque chose qui s'est passé là, cette semaine c'est certain, c'est certain. Il s'est passé beaucoup de choses et dans beaucoup d'endroits, beaucoup plus d'endroits que d'habitude, et même dans les circonscriptions du Congrès, dans les États les plus conservateurs, et j'ai vu qu'il y avait une grande foule à Salt Lake City dans l'Utah, chose inattendue. C'est un État qui est tenu par les républicains depuis longtemps, même avant Trump, mais là, il se passe quelque chose parce qu'on se rend compte de la gravité de la situation. Beaucoup plus grave encore qu'en 2017. Anne ? Je voudrais juste pondérer un peu l'enthousiasme des démocrates après ces victoires sur des scrutins locaux, parce que en fait, l'électorat de Donald Trump, enfin celui, en tout cas, l'électorat au sein duquel Donald Trump a fortement progressé lors des présidentielles, les jeunes, les classes populaires et les hispaniques, certaines minorités ethniques, se mobilisent peu traditionnellement lors des scrutins locaux. Ce sont des gens qui vont voter pour la présidentielle. Tandis que l'électorat démocrate,
éduqué, bien informé, qui lit les journaux et qui ne se contente pas d'écouter TikTok ou Facebook, cet électorat-là se mobilise lors des scrutins locaux. C'est aussi ça qu'on a vu. Et ça ne veut pas dire que les démocrates ont réussi ou commencent à réussir à faire revenir à lui l'électorat populaire qui Ce sont des petits signaux, en tout cas, qui ont peut-être mis du baume au cœur. Ce sont des signaux positifs, mais c'est pas gagné. Dans le cas du Wisconsin, Kate, on peut en dire un mot. Ketevan, pardon. Elon Musk s'est déplacé, fromage sur la tête, qui est le symbole du Wisconsin. Il y a mis des millions de dollars. Ça n'a pas marché, quand même. C'est ça qui, à mon sens, fait que cette élection qui est locale prend une tournure un peu nationale. C'est l'argent qui a été investi par Elon Musk. Il a mis plus de 20 millions à lui seul dans cette élection. C'est l'élection pour une élection de justice ou de Cour suprême la plus chère de l'histoire des États-Unis. Il y est allé personnellement. Donald Trump s'est investi aussi. C'était un référendum contre Elon Musk. Et pour le coup, les démocrates, ou en fait la candidate qui était la plus proche, qui est la candidate libérale, la juge libérale, a gagné de 10 points dans le Wisconsin, qui est un État qui normalement se joue à 0,5-1% dans les élections. Et une chose qui est, où je rejoins Anne, c'est que en général, dans les élections hors présidentielles, les démocrates se mobilisent plus. L'élection du Wisconsin, en fait, quand on regarde la différence du nombre de votants, c'est pas tellement moins que ce qu'on a vu en novembre pendant la présidentielle. Il y avait un écart, je crois, de 200 000. Donc là, les gens se sont vraiment mobilisés. Je pense que on a vu certains républicains qui, par exemple, auraient voté pour Donald Trump sur la question économique, qui là, sur une question de Cour suprême qui va déterminer le droit à l'avortement, qui va déterminer les circonscriptions électorales pour les prochaines élections, tous ces sujets-là joue en faveur, en tout cas, des démocrates. Suzanne Crawford étant le nom de cette juge qui a été élue. James Cohen, un mot justement à propos d'Elon Musk aujourd'hui. Un électeur démocrate déteste plus qui, Trump ou Musk? C'est pas la question. Mais c'est la question que je vous pose. Mais est-ce que l'opposition se cristallise plus autour de la figure aujourd'hui du président Trump ou celle très clivante d'Elon Musk? Les deux, parce que les deux vont ensemble et Trump a appuyé Musk dans toutes ses démarches, entre guillemets, de piraterie et de pillage des comptes de l'État fédéral. Il n'a pas de poste électif, il n'est pas élu et c'est un sympathisant néo-nazi et il n'a rien à faire dans ce gouvernement. Et si vous avez vu des pancartes à Washington et dans toutes les villes dénonçant l'autoritarisme rampant, c'est pour une raison. D'ailleurs, il y a eu des choses autour d'Elon Musk aussi ces derniers jours. Est-ce que c'est le signe que l'administration américaine prend conscience que c'est quand même une personnalité sacrément clivante, pour ne pas dire autre chose? Alors, qu'il allait quitter ses fonctions quand il aurait fini son job sans plus de précision? Il a été question qu'il parte en effet plus tôt que prévu. Il devait rester jusqu'en juin. Il y a des rumeurs qui courent sur un départ anticipé, mais c'est Politico qui a sorti l'information la semaine dernière, tout en précisant que Elon Musk conserverait son influence auprès du président américain. En fait, il sortirait plus pour reprendre la main sur Tesla, qui se casse complètement la figure, et faute de patron aussi, parce que évidemment la marque est décriée par tous les opposants à Donald Trump. La marque était avant vue comme le symbole de la transition énergétique, des choses plutôt portées par l'aile démocrate. Aujourd'hui, elle incarne cette vision de la société qu'a Elon Musk. Donc effectivement, le départ d'Elon Musk est possible plus tôt qu'avant, mais ça ne veut pas dire que les liens qui l'unissent à Donald Trump seront complètement rompus. Je voulais ajouter une petite chose sur le climat ambiant. Je crois qu'il faut en parler. C'est la peur. La peur qui règne parmi la population américaine, qui est quelque chose de tout à fait nouveau à mon sens. Moi, j'ai essayé de joindre une employée fédérale au moment où il y avait ces plans massifs de licenciement, ces emails qui arrivaient dans la boîte mail. La peur de quoi, Anne? La peur de perdre son emploi, donc son assurance santé. Et on a vu au moment de ces licenciements massifs dans l'administration fédérale, des gens manifester le visage caché, ce qui était inimaginable il y a quelques années aux États-Unis. Et ce climat de peur s'étend évidemment
et en premier lieu dans les rangs républicains. C'est-à-dire que les républicains, qui sont quand même pas très emballés, notamment par cette question des taxes douanières qui risquent de miner l'économie américaine, or c'est là-dessus que Donald Trump a fait toute sa campagne, eh bien, ces républicains n'osent pas exprimer leurs doutes. Vous la sentez, cette peur, James Cohen ? La peur chez certains républicains de s'exprimer, oui, mais je crois comprendre aussi qu'il y a quelques élus républicains qui se manifestent en disant que sur le plan économique, c'est parfaitement irrationnel et on ne peut pas marcher là-dedans et ça va supprimer des emplois pour les électeurs dont je dépends. Bref, oui, il y a effectivement une demi-douzaine d'élus républicains qui soutiennent un projet de loi qui viserait à empêcher Donald Trump de prononcer de nouvelles taxes douanières. L'élu dont vous m'avez entendu parler ces derniers jours, c'est le sénateur démocrate du New Jersey, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est Evan Cory Booker, qui a fait un discours anti-Trump entré dans l'histoire, on en a largement parlé, de 25 heures et 5 minutes, dans lequel il a, entre autres choses, attaqué les attaques de l'administration Trump contre le système de santé, l'assurance maladie, la sécurité sociale, les migrants, les retournements d'alliance au profit de Vladimir Poutine. Et il a posé une question. Cory Booker, on l'écoute. Je crois que les générations futures se souviendront de ce moment et se poseront une seule question. Où étiez-vous ? Où étiez-vous lorsque notre pays était en crise et que les Américains demandaient de l'aide? Lorsqu'ils demandaient « aidez-moi, aidez-moi », avons-nous été à la hauteur? Avons-nous été dignes des 73 millions d'Américains, des personnes âgées qui dépendent de la sécurité sociale, qui ont vu ce qui leur était dû moqué, attaqué, qui ont vu leurs services rogner lorsqu'on leur a dit qu'il n'y aurait personne pour répondre à leurs appels à l'aide. Lorsque nos aînés ont eu peur, se sont inquiétés, lorsqu'ils ont paniqué à cause des propos menaçants de leur président, de l'homme le plus riche du monde, des secrétaires de cabinet, avons-nous été à la hauteur? Voilà, avons-nous été à la hauteur? Avons-nous pris la parole? James Cohen demandait ces derniers jours Cory Booker. Vous avez l'impression que les démocrates sont au rendez-vous depuis le mois de janvier? Les démocrates, ça fait des millions de personnes. Et il y a beaucoup de diversité au sein des démocrates, on en est fiers d'ailleurs, et sur le plan politique, ça discute. Il y a une génération plus jeune, pas toujours jeune, parce que Bernie Sanders, par exemple, il a 83 ans, mais il y a une mouvance au sein du Parti démocrate qui pousse pour une prise en compte plus lucide de la gravité de la situation et pour une mobilisation beaucoup plus forte. Cory Booker fait partie des sénateurs, il y en a 2 ou 3 qui prennent la voix, comme le sénateur Chris Murphy, par exemple, de l'État de Connecticut, et il y en a quelques-uns qui émergent comme des porte-parole possible, mais l'idée n'est pas pour l'instant de chercher des leaders, c'est de chercher une dynamique de mobilisation de masse, mais aussi au sein du Congrès pour bloquer les initiatives de ce Parti républicain qui a tous les pouvoirs en ce moment. On sent qu'il y a... Oui, on rappelle que les républicains sont majoritaires au Congrès. On sent qu'il y a un problème de temporalité qui est Evan. Pendant qu'on discute au Parti démocrate, qu'on cherche des stratégies, le président Trump, lui, depuis la première minute de son retour à la Maison-Blanche, dans l'exécution, dans une dynamique d'efficacité, méthodique, quotidienne. Et donc le temps long, on parlera de la justice tout à l'heure, ce temps long de la réflexion n'est pas celui de l'action du président. Non, alors c'est sûr qu'il y a 2 questions qui se posent pour les démocrates. Il y a la stratégie sur le long terme de comment on fait pour gagner les prochaines élections, pour justement peut-être reprendre le contrôle à la Chambre, par exemple, en 2026, pour essayer d'avoir un peu de contre-pouvoir. Parce que pour l'instant, politiquement, on peut les critiquer sur leur stratégie, mais techniquement, ils n'ont pas de moyens politiques pour empêcher Trump de faire ce qu'il veut faire, puisqu'il a la majorité et il a un parti qui est acquis à sa cause et qui, globalement, ne critique rien et ne bloque rien. Et il y a la question de la stratégie à court terme qui est de montrer aux électeurs démocrates que leurs élus se battent pour eux, se battent avec leurs moyens. Et je pense que Cory Booker... certes, je pense que si on interroge les démocrates dans la rue aujourd'hui et qu'on leur demande qu'est-ce qu'a dit Cory Booker,
je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui sachent exactement. Mais ce n'était pas le but, je pense. Le but, c'est qu'il a, ce qu'on appelle, fait le breakthrough. Il a atteint des gens qui probablement ne lisent pas le New York Times, ne regardent pas CNN, ne s'informent pas aussi régulièrement que les électeurs très engagés, mais qui voient quelqu'un qui fait quelque chose, qui l'amène sur les réseaux sociaux, qui fait réagir, qui montre qu'il essaye de faire quelque chose. Et je crois que pour le court terme, c'est un peu tout ce qu'ils ont. Ils doivent montrer qu'ils sont dans l'action. Alors, certes, il y a pas de résultats concrets parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais ils montrent qu'ils ont des idées, qu'ils essayent de prendre les républicains là où ils sont bons, c'est-à-dire sur les podcasts, sur les réseaux sociaux, sur vraiment tout ce qui n'est pas dans la politique. Parce qu'aujourd'hui, les grands discours très politiques, très policés au Sénat ou à la Chambre, c'est pas ce qui marche vraiment avec les électeurs. Et les électeurs ont une certaine colère, on l'a vu dans ces manifestations. Et jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'il y avait ce sentiment que les élus ne partageaient pas leur colère, ou en tout cas ne la montraient pas. Et là, je pense qu'on commence à voir ça. L'exemple de Cory Booker, bien entendu, mais il y a aussi eu, dans les dernières semaines, ces républicains, notamment, ces démocrates, notamment et aussi Alexandria Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders ou d'autres, qui sont allés dans des districts républicains pour faire des meetings, pour rencontrer les électeurs, là où les républicains ne les tenaient plus parce qu'ils se faisaient trop alpaguer par les opposants. Alors parlons-en justement de Bernie Sanders qui, je crois, n'a pas sa carte au Parti démocrate, sauf erreur, et Alexandria Ocasio-Cortez. Vu d'ici, celle qu'on a dit, ou en tout cas que la gauche européenne aurait voulu voir comme vraiment l'incarnation d'une nouvelle façon de faire de la politique aux États-Unis, on l'a il me semble pas l'avoir beaucoup entendu, en tout cas ça n'a pas beaucoup été relayé de ce côté-ci de l'Atlantique. Qu'est-ce que ça dit, Anne? Ils incarnent quand même une aile très à gauche du Parti démocrate. Quelle force de frappe ils peuvent avoir aujourd'hui? C'est au fond cette aile très à gauche sur laquelle s'est appuyé Donald Trump pour dire à ses électeurs, regardez, le wokisme nous menace en quelque sorte. Ça a été la campagne de Donald Trump. Il s'est appuyé non pas sur... il a tenté de diaboliser finalement cette gauche du Parti démocrate, et là-dessus je pense que les démocrates s'interrogent sur leur stratégie. Peut-être se disent-ils qu'on a trop insisté sur ces combats là, au lieu de se préoccuper des soucis réels des Américains, de la classe moyenne. C'est une possibilité. En tout cas, il y a une tentative d'une nouvelle génération qui veut émerger au sein du Parti démocrate. Bernie Sanders n'en faisant pas partie. Bernie Sanders n'en fait pas partie, en effet. Mais il mobilise beaucoup les jeunes. Cela dit, Bernie Sanders, quand on va à ses meetings, c'est rempli de jeunes. Mais il y a des jeunes démocrates là qui commencent à se positionner face à des vieux démocrates dans le cadre des primaires qui s'annoncent pour les mi-termes. Je pense à celui qui travaillait justement avec AOC, qui va se présenter contre Nancy Pelosi à San Francisco. Et ces jeunes-là disent en gros, vous, les vieux classiques du parti, vous n'avez pas compris que le Parti républicain a changé, que ce n'est plus le parti contre lequel vous vous êtes battu pendant des décennies, et que maintenant on a affaire à des durs de durs, et il faut aller au combat. Il faut des jeunes qui ont des grandes boxes. Oui, la génération Biden, Pelosi, James Cohen, c'est fini. Il faut renouveler. Nancy Pelosi a laissé son poste à un homme plus jeune récemment. Joe Biden est à la retraite. On peut effectivement regarder vers des élus et des activistes, des militants plus jeunes. L'âge n'est pas toujours le critère. Et laissons de côté, s'il vous plaît, ces faux débats sur le woke, parce que les vrais enjeux sont vraiment des enjeux qu'on appelle en français sociaux. Socio-économique. Ce sont des questions qui peuvent unir les gens au lieu de les diviser. Trump n'a pas besoin de démocrates de gauche pour diaboliser. Il diabolise même des républicains qui n'aiment pas ou qui le contrarient. Mais l'idée des démocrates, c'est d'unir et sans abandonner tout un héritage de lutte antiraciste pour l'égalité contre la discrimination. Il ne s'agit pas de se plier en disant non, c'est du woke, c'est du passé. Non.
Je ne suis pas sûre que ce soit quand même un faux débat, parce qu'il a été reproché, mais vous me corrigez si je me trompe, aux démocrates précisément, de s'être, en tout cas à certains démocrates, de s'être trop intéressés à ces questions-là, sans jugement aucun de l'importance du sujet, mais de s'être un peu détourné peut-être des questions précisément plus sociales, du coût de la vie, etc. Ce qu'a fait Donald Trump. Il me semble qu'il y a un débat aujourd'hui au sein du Parti démocrate sur quel sujet doit primer sur l'autre. On peut aussi avoir les deux. Il ne s'agit pas d'abandonner, encore une fois, tout un héritage important de lutte pour l'égalité. On ne va pas reculer là-dessus. Le woke, tous ces débats sur le woke, ce sont des caricatures de vrais débats. Laissons de côté les caricatures. Woke, ça veut dire à peu près quelque chose comme antiraciste et pro-égalité et antidiscrimination. On ne va pas reculer, encore une fois, là-dessus. Illustration avec un homme, sauf Ketevan, si vous voulez dire... Non, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'est, je pense, un peu simpliste de limiter le Parti démocrate aux centristes genre Joe Biden et aux jeunes progressistes genre AOC. Entre les deux, il y a quand même une génération ceux qui ont dans la quarantaine, cinquantaine, notamment des gens comme Cory Booker, qui n'est pas un gamin de 20 ans, qui a de l'expérience et qui sont des gens qui sont un peu au centre des démocrates. Il y a beaucoup de gouverneurs, notamment des Gretchen Whitmer dans le Midwest, des sénateurs comme Elissa Slotkin, qui sont des gens qui sont en train d'essayer de forger une troisième voie, en fait, entre ce qu'on a appelé les modérés et ce qu'on appelle les progressistes, et qui, justement, essayent, comme vous le disiez, de, certes, conserver la tradition démocrate qui est de se préoccuper des enjeux sociaux, mais de le communiquer d'une autre façon et de parler plus dans le sens des libertés, des égalités pour tous, plutôt que de se focaliser sur des groupes identitaires, ce que certains faisaient et qui a peut-être poser problème aux démocrates, et donc ils sont en train de façonner un nouvel élément de langage, si vous voulez, une nouvelle façon de communiquer sur ces questions, en se focalisant sur l'économie qui est la mère de toutes les batailles. Alors là-dedans, justement, où peut-on placer quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, furieusement anti-Trump, figure de cette résistance qui tente un espèce de, je ne sais pas comment le baptiser, un ordenamento de la doctrine démocrate. On parlait des podcasts tout à l'heure, qui était une façon pour les démocrates de contourner le fait qu'ils sont complètement bloqués au Congrès parce qu'ils y sont minoritaires. Il a lancé donc un podcast. Il a décidé de n'inviter, ce Gavin Newsom, que des adversaires politiques, mais alors très très à droite. Il a notamment invité Charlie Kirk, qui est le fondateur de l'organisation étudiante Turning Point USA, figure de proue du conservatisme agressif. Il est où, lui, ce Gavin Newsom? Il incarne quelle voix chez les démocrates? En tout cas, il développe une stratégie intéressante qui est effectivement d'aller au front avec des moyens qui parlent effectivement, qui ont parlé à l'électorat, à savoir le podcast. Enfin, Donald Trump, il a raflé une partie de l'électorat jeune en allant chez les podcasteurs que lui conseillait son jeune fils Barron. Donc, sur le plan stratégique, c'est très malin. C'est très malin aussi d'affronter directement cette nouvelle voie du Parti républicain qui est celle de ces extrémistes. Bon, on a eu jusqu'à la semaine dernière l'impression que les démocrates étaient dans une forme de sidération, mais aussi d'attentisme en attendant les midterms, en disant les élections de mi-mandat qui sont à la fin de l'année prochaine, qui sont à la fin de 2026. Et surtout avec cette histoire de taxes douanières qui risque effectivement de retomber sur le dos des consommateurs américains, puisque ces taxes vont être vraisemblablement pour une majorité répercutées sur les prix, et que Donald Trump a fait toute sa campagne en parlant du prix des œufs, qui n'a pas baissé d'ailleurs depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Bon, il va être confronté à une difficulté, mais Donald Trump, il a l'air complètement isolé, sûr de lui, c'est-à-dire qu'il n'écoute plus personne en réalité. On l'a vu partir jouer au golf alors que les bourses s'effondraient. On voit bien qu'il y a des républicains qui sont préoccupés, mais Donald Trump, lui, reste
hyper sûr de lui, et c'est peut-être ce qui va lui causer le plus de tort. D'un mot là-dessus, James Cohen. Pour revenir sur cet exemple du gouverneur de la Californie, est-ce que c'est une bonne stratégie? Non, mais je vous en prie, on a le droit au pas de côté dans cette émission, Anne, c'est merveilleux. Voilà, est-ce qu'une stratégie comme celle-ci, maintenir un dialogue avec des adversaires politiques sur des formats dont on a pu observer le succès pendant la campagne, est-ce que c'est une bonne stratégie? Au moins, il tente quelque chose, disait Anne. Écoutez, j'ai vu des allusions dans la presse à ce fameux podcast de Gavin Newsom. Je n'ai pas écouté. Je ne sais pas quelle est sa stratégie. Je ne sais pas s'il a des ambitions présidentielles ou pas. C'est un peu tôt pour en parler. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant que gouverneur de la Californie, les pouvoirs qu'il exerce actuellement, il a... dans l'État le plus peuplé, le plus riche de la Fédération, il a des pouvoirs considérables pour résister à l'administration Trump dans le domaine de l'environnement, dans le domaine y compris des droits de douane. Et je pense que la Californie, en tant qu'économie, peut résister assez efficacement dans certains domaines. Mais sur les questions sociétales, il a quand même opéré un petit recentrage. J'allais dire que moi, je vois... alors oui, la stratégie de com, clairement... elle est pour l'instant assez gagnante parce qu'on parle de lui et tout ça. Mais sur le fond, je vois quand même deux problèmes, et notamment quand on voit les commentaires sur justement ces premiers épisodes de ces podcasts, c'est que il y a un revirement quand même assez important de ces positions. Je veux dire, Gavin Newsom, il est considéré comme étant l'un des gouverneurs les plus à gauche aux États-Unis, à la tête d'un des États les plus progressistes des États-Unis, qui dans un des, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième épisode. Non, c'est sur la question de la place et de la possibilité pour les athlètes transgenres de participer dans les sports féminins, où il a complètement opéré un revirement. Alors il y avait eu pendant toute la campagne cette question qui est revenue alors que ça concerne vraiment un tout petit nombre de personnes. Donc il a été beaucoup critiqué sur le fait d'avoir un peu jeté en pâture les transgenres et les minorités en général en opérant ce revirement qui passe du coup pour un côté un peu pas sincère, c'est-à-dire que soit tu mentais avant, soit tu mens aujourd'hui. Il y avait un peu cette idée-là. Le deuxième problème que je vois, c'est bien d'inviter les adversaires et d'aller au contact des adversaires, peu importe qui ils sont. Le problème, c'est la teneur de l'interview, parce qu'il a été beaucoup critiqué sur le fait de les laisser parler, de ne pas opposer, de ne pas opposer des faits, des éléments comme ça. J'ai vu quelqu'un qui a tweeté quelque chose dans l'idée de, au lieu d'être un Gavin Newsom qui laisse un peu parler, on peut aussi aller au contact de nos rivaux, comme Pete Buttigieg, qui était un temps un candidat à la présidentielle, qui lui est connu pour aller justement sur les médias conservateurs et argumenter la position des démocrates et pas laisser parler les adversaires. En tout cas, ce que ça dit, Anne ou James Cohen, c'est qu'il est plus que temps pour les démocrates de se poser des questions de fond. Et sans stratégie de fond, sans discours de fond, c'est mission impossible les 3 prochaines années. James. Écoutez, je suis un des porte-parole des démocrates abroad en France, mais je suis aussi un ancien professeur de sciences politiques et je crois qu'il est important de signaler que les grands partis aux États-Unis ne sont pas, comme on peut imaginer en Europe, le seul leader qui existe. Il n'y a pas de leader attitré, sauf le président en exercice. Et si le parti vient de perdre des élections présidentielles, il n'y a pas de poste de leader. Parti, oui. Ce qui existe, en revanche, c'est une instance qui s'appelle le Comité national démocrate, qui vient de se renouveler, et la personne qui est à la tête du Comité national démocrate actuellement est en train de développer une stratégie d'implantation du parti dans l'ensemble des États, y compris dans les zones les plus difficiles pour les démocrates. Y compris redéfinir la ligne, ce n'est pas dans ses attributions, mais je crois comprendre que c'est quelqu'un qui, quand il s'agit d'essayer d'unir autour de revendications socio-économiques, il est à peu près au rendez-vous. Anne ? Je crois que les démocrates auront
un rôle à jouer aussi pour évoquer tout simplement les questions de démocratie, parce que quand même en 3 mois, Donald Trump s'est arrogé des pouvoirs du Congrès. Il a pondu des décrets qui concernent des domaines qui dépendent théoriquement des parlementaires. Aucun républicain ne s'en est offusqué, mais c'est aux démocrates de le faire. Et puis, c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire récente des États-Unis, que des sujets comme l'idée d'un 3e mandat ou même le report des midterms sont évoqués publiquement. Donc, je pense que ça va être un gros sujet aussi. La démocratie américaine est-elle fragilisée? Que faut-il faire pour la sauvegarder? Et là, ça dépendra aussi de toutes ces procédures, de l'issue de toutes les procédures judiciaires qui ont été entamées, parce que la stratégie de Donald Trump a bien été d'inonder le marché de décret, d'inonder les tribunaux pour que ces jugements qui lui sont défavorables aboutissent à terme à la Cour suprême, et il mise sur le fait qu'il détient la majorité à la Cour, avec notamment 3 juges qu'il a lui-même désignés. Mais moi, je ne suis pas convaincue que la majorité conservatrice à la Cour suprême fasse passer l'agenda MAGA avant la préservation des acquis de la démocratie américaine. Sauf qu'on en revient au même problème pour les démocrates, qui est celui de la justice américaine aujourd'hui, qui est Evan. C'est que Donald Trump est, pour reprendre une métaphore qu'on utilise souvent ici en France, le maître des horloges, en inondant de décrets, donc en poussant les démocrates, ou en tout cas ses opposants, à attaquer en justice, etc. Il reste quand même maître du temps. Le temps de la justice n'est pas celui de la médiatisation, de la signature des décrets quotidienne. Alors non, mais ceci dit, on a vu beaucoup de tribunaux, en l'occurrence dans les derniers éléments, qui font des pauses. Du coup, qui mettent en pause l'application de pas mal de décrets, le temps que ça remonte jusqu'à probablement la Cour suprême dans certaines affaires. Et donc, ça fige un peu les choses pendant qu'on attend la décision de la Cour suprême. Pour l'instant... C'est intéressant parce que ça, on le dit moins que le moment où le décret est signé. Ça a moins de répercussions. C'est sûr qu'il y a certains aspects qui ont été mis en application temporairement et puis qui ont été gelés, donc ça évite de continuer le problème. En revanche, il y a 2 choses. D'une part, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, les tribunaux ont l'air d'être le dernier contre-pouvoir qui reste, parce que le Congrès, les républicains sont prêts à donner tout leur pouvoir, y compris les cordons de la bourse, à Donald Trump, sans se poser la question de savoir pourquoi ils sont là. Donald Trump continue de plus en plus à écraser les universités, les cabinets d'avocats, les médias, même avec des pressions partout, le gouvernement fédéral. Et donc, pour l'instant, les seuls éléments qui ont permis de freiner un peu ces décrets, ce sont les tribunaux. Le problème que moi je vois et qui est, je pense, la plus grosse inquiétude sur le court moyen terme, c'est que demain, il y a un des décrets qui est devant les tribunaux, qui arrive à la Cour suprême, et disons que la Cour suprême décide contre Donald Trump. Et c'est vrai que malgré la majorité conservatrice, on a vu que sur les questions vraiment d'institutions, d'état de droit, ils ont plutôt eu tendance à défendre l'état de droit et la Constitution américaine qu'à aller du côté de Donald Trump, ce qui n'était pas le cas sur les questions sociétales, par exemple. Demain, la Cour suprême décide contre Donald Trump, et Donald Trump dit: je m'en fous de votre décision. I don't care. Qu'est-ce qui se passe? Et il y avait cette phrase qui est attribuée à Andrew Jackson, qui est la Cour suprême a décidé, maintenant qu'elle le mette en œuvre. Et là, on se retrouve dans une crise constitutionnelle. Parce que si demain, Donald Trump dit « je ne vais pas appliquer la décision de la Cour suprême », il a à lui le Congrès, le département de la justice et tout ce qui est la mise en place d'une décision judiciaire. Scénario réaliste que celui évoqué par Ketevan, James Cohen?
Est-ce que nous sommes en danger de perdre l'état de droit? Nous sommes dans ce danger-là, oui, tout à fait. Et on a vu récemment un autre cas qui n'est pas remonté à la Cour suprême, mais qui est passé par un juge fédéral qui a ordonné l'administration d'arrêter l'expulsion de certains immigrés vénézuéliens vers le Salvador, des immigrés identifiés par l'administration comme des membres d'un certain gang vénézuélien, mais ce n'était pas du tout prouvé. Le juge a exigé des preuves et maintenant on est dans une l'expulsion a été maintenant on a des prisonniers des États-Unis maintenant dans des goulags du Salvador sous la présidence d'un dictateur Bukele et on est vraiment dans le non-droit absolu. Et l'administration américaine a vraiment le danger est réel, oui. Vraiment d'ailleurs officiellement tweeté, je crois. Too late. Ketevan disait, James Cohen à l'instant, que la justice aujourd'hui était le dernier contre-pouvoir américain. Quid de la presse américaine, que l'on sent aussi, je cherche le mot pour les qualifier, pas apathique, mais quand même assez prudente. On sait ce qui s'est passé pendant la campagne, au Washington Post notamment, avec un Jeff Bezos plutôt soucieux de protéger ses intérêts économiques plutôt que d'épargner. La liberté, c'est la liberté du marché, en gros. Donald Trump, voilà, journalistes américains qui sont maltraités à la Maison-Blanche, AP qui s'est fait virer, pour reprendre une expression chère à Donald Trump, du bureau ovale, des Américains qui consomment d'autres médias aujourd'hui que les médias traditionnels. La presse américaine aujourd'hui, elle est en danger. Est-ce qu'elle peut encore faire ce rôle de contre-pouvoir ? Écoutez, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une catégorie de la population qui lit la presse et qui lit la presse qu'on appelle heritage press, c'est-à-dire les titres qui font autorité et qui font un peu moins autorité de nos jours, quand il y a des concessions comme ça qui sont faites à ce nouveau régime. Ce que je peux vous dire, c'est que je vois ce qui se passe dans la mouvance démocrate et il y a des efforts considérables pour renouveler les canaux de communication et pour toucher un public plus large. Mais je veux aussi souligner qu'il ne s'agit pas seulement de changer le messaging et l'image de marque. On n'est pas une marque, on n'est pas une marchandise. L'idée est aussi de changer le projet. Le projet doit être beaucoup plus robuste et ça fait partie aussi des enjeux. Anne, quand Elon Musk a dit juste après l'élection, en s'adressant à ses clients sur X, you are the media now, c'est bien que l'administration américaine n'a que faire des titres, des heritage press et que ça ne se passera pas par là. Mais est-ce que ça veut dire que la presse américaine aujourd'hui, qu'on a quand même longtemps considérée comme toute puissante, aujourd'hui ne crie dans le vide ? Elle ne crie pas dans le vide. D'ailleurs, moi, je trouve intéressant de constater que le Wall Street Journal, qui est un journal conservateur, n'hésite plus à remettre en cause la politique de Donald Trump. Ils sont assez sévères sur ces taxes douanières. Il y a de quoi. Il a donné du biscuit à ronger. Ce que je note aussi par rapport au premier mandat, où il y avait eu déjà un journaliste de CNN, le correspondant de la Maison-Blanche, qui avait été expulsé par Donald Trump de la salle de presse de la Maison-Blanche. Il avait été en justice et immédiatement réintégré. Là, c'est différent. Hein. On a eu dans le bureau ovale, le jour de l'altercation entre Donald Trump, J.D. Vance et le président ukrainien, la question posée par ce so-called journaliste. C'est la première question posée, je crois. La première question posée, c'est pourquoi vous portez pas un costume? Vous êtes dans le lieu le plus remarquable de ce pays. Vous ne portez pas un costume. Vous dites so-called journaliste parce que c'était un journaliste. Voilà, c'est-à-dire qu'il anime, je ne sais pas si c'est j'allais dire une feuille de chou Internet, hyper maga. C'est par ailleurs le compagnon d'une parlementaire, Marjorie Taylor Greene, qui s'est illustrée par ses positions extrêmes. Et c'est à lui qu'on donne la parole en premier dans le bureau ovale. Avant, c'était plutôt à des représentants d'Associated Press, de CNN ou autres, de médias dits respectés unanimement. Aujourd'hui, effectivement, le monde du podcasteur ou de la newsletter MAGA à ses entrées et omniprésent dans une salle de presse qui était autrefois réservée à des journalistes sérieux, accrédités. D'ailleurs, c'est vraiment... Alors, moi, quand j'étais à Washington, j'étais dans le groupe de la presse étrangère et notamment la présidente du groupe qui est un sous-groupe
de l'association des correspondants de la Maison-Blanche. Et depuis des décennies, c'est l'association des correspondants de la Maison-Blanche qui fait des rotations pour couvrir le pool. Donc c'est ce petit groupe qui suit le président partout, notamment dans le bureau ovale, mais aussi dans les voyages, dans les déplacements. Et la salle de presse où il y a des sièges attitrés et tout le monde est checké, vérifié, qu'on est des vrais journalistes, qu'on est accrédité, tout ça. Aujourd'hui, ce que la Maison-Blanche fait, c'est... Donc, il y a eu AP qui a été interdit de rentrer dans tous les endroits un peu restreints. Donc, ils ont le droit d'aller dans la salle de presse, mais c'est tout. La deuxième étape, ça a été de dire, en fait, c'est nous qui allons décider qui fait partie du pool. Donc des gens qui s'approchent le plus, c'est là où on pose les questions à Donald Trump quand il est dans ses 45 minutes en train de signer un décret et qui répond aux questions. Et non seulement on va décider qui rentre, mais en plus on va rajouter notamment des influenceurs, des podcasteurs très de droite, des gens qui vont poser des questions du style Monsieur Zelensky, pourquoi vous ne portez pas un costume. Et là, la dernière étape qui est en train possiblement de se passer, c'est qu'il semblerait que la Maison-Blanche voudrait récupérer le contrôle de la salle de presse en elle-même, c'est-à-dire des gens qui sont assis dans la salle de presse et qui posent des questions à la porte-parole, et de décider eux-mêmes de faire ces rotations. Ils l'ont fait au Pentagone, ils l'ont fait au département d'État. On vire les New York Times, les CNN, et on met des médias beaucoup plus proches éditorialement de la Maison-Blanche et qui ne vont pas critiquer. C'est un peu orwellien, James Cohen, ce que définit Kétévan, mais est-ce que les démocrates sont, en quelques mots, en deux mots, sont condamnés à attendre que Donald Trump quitte la Maison-Blanche? Ou à minima les midterms? Écoutez, je ne sais pas si on va le faire quitter la Maison-Blanche avant un terme, mais en tout cas, la mobilisation doit rester forte et je pense que le danger qu'on est en train d'évoquer, c'est danger orwellien, c'est ce coup d'État autoritaire rampant, qui était d'ailleurs en grande partie prévu dans le document de 900 pages Project 2025. Et bien oui, la vigilance s'impose et la mobilisation aussi, parce que ce sont des dangers réels d'étouffement des libertés dans tous les domaines. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, James Cohen, d'être venu ce matin sur ce plateau, professeur d'études américaines à Paris 3, membre de l'équipe des porte-paroles des démocrates abroad, Kétévan Gorgestani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Vous êtes tous deux anciennes correspondantes de la rédaction, des rédactions de France Médias Monde au sens large à Washington. Un débat à retrouver en replay et en podcast, bien sûr. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.